mesdemoiselles et messieurs, salam alaikum, Azul Filawan. Tout d'abord, merci pour la direction de l'environnement de m'avoir convié. Et surtout, je ne savais pas que j'allais ouvrir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous parler pendant à peu près une vingtaine de minutes sur ce que c'est qu'un projet structurant. Donc, c'est un projet que nous avons mené à peu près depuis 2012 jusqu'à 2017 sur la dimension eau au niveau du bassin versant de la Soumam. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, la majorité parmi vous croit. Borj Bariraj, Sétif et Béjaïa. Donc, le projet de recherche, qui était un projet de recherche international et qui a été mené par plusieurs pays selon les compétences, ça a été mené donc, par la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, en coopération donc, avec l'Université de Haute-Normandie. Les problèmes qu'on se posait, on se les posait selon les compétences de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir suivre une dimension, il faut avoir tout d'abord des experts. Et si vous n'avez pas des experts, vous allez essayer de faire ce qu'on appelle des travaux de recherche pour croiser les compétences selon les connaissances de chaque expert. Alors nous allons voir tout à l'heure, plus on évolue, la Tunisie, elle a une très bonne compétence sur la ressource en eau, mais sa compétence résume à l'intrusion marine. C'est-à-dire comment que l'eau de mer rentre au niveau donc, des nappes phréatiques. La compétence marocaine, qui est le pays qui exporte le plus dans le domaine de l'agriculture, sa compétence, en tout cas sur la ressource en eau, c'est le suivi piézométrique ou le suivi des nappes. Et Béjaïa, depuis des années, ni cette compétence, depuis des années, l'essentiel de ce que nous faisons, c'est le suivi de la pollution des eaux de surface. Donc, on a essayé de combiner ces compétences pour que tout un chacun regarde avec la même méthodologie les paramètres de l'autre, mais surtout pouvoir les comparer. Et nous allons voir que, tel que ça a été dit tout à l'heure, il y a eu un vide, en tout cas chez nous, juste après l'indépendance, en termes de suivi du paramètre. Un vide terrible. À titre d'exemple, si on suit une pollution, les pollutions sur les eaux de surface n'étaient suivies que durant les mémoires d'étudiants. C'est-à-dire, on a un étudiant qui arrive le mois de mars, il observe donc ce qui se passe au niveau de la Soumam entre le mois de mars, à la rigueur, jusqu'au mois de mai, et après, il n'y a aucun suivi. Et ça a fait de telle sorte que toutes les publications qui ont été donc produites sur le territoire n'avaient aucune importance. Pour quelle raison il n'avait pas d'importance? Parce que tout simplement, on ne pouvait pas déjà comparer. On ne sait pas quel est le point de départ et on en est où réellement. Alors, pour vous montrer ce que c'est que ce projet structurant, voilà, Voilà donc les projets de recherche tels qu'ils ont été menés. Donc c'est un PHC Maghreb, un AUCC donc avec des Canadiens. On a suivi même par comparaison par rapport à un bassin canadien, un programme Envimed. Donc ça c'est un PNR, un programme AUF, un programme PHC Tassili. Donc ça c'est l'ensemble des projets qui ont fait de telle sorte qu'on a ramassé depuis à peu près une dizaine d'années une base de données assez conséquente et surtout on a produit de la donnée qu'on peut utiliser. De la donnée qu'on peut utiliser, je répète, la donnée d'auparavant on ne pouvait pas l'utiliser parce que sa chronologie n'était pas collée à la chronologie d'ailleurs. Si je veux comparer par exemple un débit qui est au Watsuma par rapport à un débit de Schleuf, il faut que je les compare à la même période. Je ne peux pas les comparer, un pendant l'été et l'autre il le donne pendant l'hiver. Certainement, c'est quelque chose qui est incomparable. On ne compare que le comparable. Alors, le travail, quand on l'a fait, tout d'abord on commence par un constat. À l'échelle du globe, il faut une vision relativement synthétique grâce aux travaux du GIEC. Le GIEC, c'est, l'Algérie participe, c'est un groupement d'experts internationaux du climat. Donc c'est eux qui ramassent l'essentiel de la connaissance ou de la donnée ou des paramètres du climat à l'échelle mondiale. Mais puisque l'Algérie en fait partie, on est obligé, d'obéir à des normes, d'obéir à des protocoles.
Nous allons voir que sur les protocoles, on était très très loin il y a 10 ans, mais maintenant l'essentiel des productions scientifiques qui se font sur le territoire, ils se font selon des protocoles recommandés par le GIEC. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir des financements ou accès à des financements de projets de recherche sans passer par ces protocoles. Alors, maintenant à l'échelle régionale, donc à notre échelle ou à l'échelle de toute la Méditerranée, on va se poser certaines questions. Il y a beaucoup d'études, mais généralement ciblées, soit sur une région ou un hydrosystème donné, soit sur un thème et des paramètres donnés. C'est-à-dire, si vous regardez un Tunisien, des fois, il s'amuse à les regarder, par exemple la DCO, regarder la DBO, mais vous voulez regarder la DCO, la DBO, les matières en suspension, donc autres paramètres. Donc tout un chacun avait des paramètres qui lui sont propres. Et ça fait de telle sorte qu'il est grand temps de normaliser que quand on va faire un travail et qu'il veut être référencé, il faut que tout le monde étudie les paramètres de la même manière. Et surtout avec la même chronologie. Les méthodes utilisées et échelles spatiales appréhendées sont différentes. Ça aussi, c'est dans l'espace et dans le temps, il y avait des différences, mais surtout sur l'aspect temporel. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Certains étudient seulement pendant le mois de mars, le mois d'avril, à la rigueur le mois de mai, et après c'est les vacances, il fallait se tenir. Ça, c'est l'essentiel des travaux. Rares les gens qui travaillent sur toute l'année. Et même quand on a des doctorants qui travaillent sur toute l'année, il y a des gens qui travaillent sur le semestriel, il y a des gens qui travaillent sur le mensuel, alors que maintenant, on exige la haute fréquence, c'est-à-dire voir l'infrajournalier, pour pouvoir dire ou donner des chiffres assez probants. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques résultats. Quand quelqu'un étudie, par exemple, le transport solide, ou les matières en suspension qu'il y a dans le web, quand on étudie le transport solide en mensuel, en infrajournalier, on fait des erreurs qui dépassent les 600%. Donc vous voyez l'intérêt d'aller étudier maintenant en haute fréquence, c'est-à-dire voire journalier, voire infrajournalier. Alors, les réflexions, la réflexion est menée actuellement, si bien que de nombreuses études ne sont pas encore publiées, de ce fait difficilement accessibles. C'est vrai que la diapo date maintenant à peu près de 3 ans, mais de plus en plus, on trouve ces travaux disponibles, c'est-à-dire les travaux qui parlent des résultats qu'on obtient à haute fréquence, donc en infrajournalier. Ils ont à peu près seulement 3 ans d'âge. Hein, 3 ans d'âge. Alors, les hydrosystèmes comme les fleuves et les oueds sont des zones anthroposées où il est difficile de faire la part entre le climat et l'homme. Oui, ça a une relation avec nos amis de l'environnement, des fois quand ils nous invitent pour, par exemple, des morts de poissons ou quelque chose comme ça, ils croient que c'est très facile de dire que c'est dû à un tel industriel ou à telle activité anthropique. C'est des choses extrêmement difficiles de remettre la part, c'est-à-dire qui est responsable de la pollution. C'est vraiment, des fois il peut y avoir des pollutions naturelles, hein, c'est-à-dire la nature elle-même pollue. Alors, quels sont les paramètres que nous étudions? Donc nous avons les paramètres climatiques, c'est la pluvio et la température. Ce sont les paramètres les plus étudiés, c'est cela qu'on retrouve. Même en rétrospective, il y a un organisme qu'on appelle l'Agence nationale de la ressource en eau, la NRH. Donc, c'est elle qui nous donne l'essentiel de la rétrospective de ces deux paramètres. Il remonte des fois, par exemple pour Béjaïa, jusqu'à 1890. Donc, nous avons la pluvio et la température de Béjaïa jusqu'à presque 1890. Quels sont les paramètres hydrologiques qu'on étudie? C'est le débit, ainsi que la piézométrie. La piézométrie, c'est le niveau des nappes. D'accord? Sur les débits, quand on remonte sur la chronologie, vers les années 30, les années 40, les années 50, on a des chronologies qui sont assez extraordinaires, on a des débits mensuels, mais à partir de 1900, alors je mettrai 56, jusqu'à 1974, il y a un vide. C'est-à-dire que personne n'a mesuré. 1956, pour quelle raison? Vous savez, en 1954, il y avait la Révolution, donc il y avait pas mal de choses qui ont changé. Ça a fait de telle sorte que la mesure sur le terrain l'a changé aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des ruptures. On va voir qu'à ce niveau-là aussi, il y a de l'importance, parce qu'en Algérie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de données. Il y a eu une reprise de données, donc il y a des données manquantes. L'essentiel des bases de données que nous avons, on les appelle souvent des bases de données gruyères. Mais les mathématiques maintenant, ils permettent de faire des petits miracles. C'est comment reconstituer de la donnée manquante. Et on va voir tout à l'heure un travail qui vient juste d'être
publié comment pouvoir combler la donnée. Pour quelle raison? Parce que le GIEC impose que si vous voulez faire de la modélisation, donc si vous voulez prévenir l'avenir, par exemple sur la température ou sur la pluvio, eh bien, il faut avoir des bases de données quand même assez conséquentes, donc avec presque 0% de données manquantes. Et quand on fait du prévisionnel, il faut avoir des chronologies minimales de 30 années. C'est une imposition du GIEC. Alors, sur les paramètres qualité de l'eau, donc température de l'eau, la matière en suspension, la salinité, il est très difficile d'avoir une vision synthétique sur les relations entre le changement climatique et les modifications de la qualité de l'eau, parce que souvent on a des données, mais qui sont ciblées dans des endroits bien définis. C'est pas forcément si quelqu'un va étudier du côté de Wadi Gerioun, il peut transposer sa trouvaille sur ce qui se passe du côté de Wadi Jum'a. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et les méthodes à échelle spatiale sont différentes, parce que tout simplement, il y a des gens qui étudient dans un tel endroit et tel endroit, et on a souvent cette habitude d'aller généraliser, de dire c'est l'effet du changement climatique. Ça, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a de la méthodologie pour pouvoir prouver des choses. Les réflexions menées actuellement, oui, ça aussi c'est quelque chose que jusqu'à récemment qu'on commence à numériser de la connaissance qui était archivée dans nos bibliothèques pendant presque une trentaine d'années. Actuellement, par exemple, l'université de Béjaïa, si vous voulez accéder à de l'information qui n'est pas publiée, mais qui a de l'importance, par exemple les rapports d'ingénieurs, les rapports de master, vous pouvez y accéder sur les rapports de master qui datent à peu près 5 ou 6 ans. On est un DSpace. Mais toute la connaissance qui est produite depuis 1900, alors je mettrai les premiers mémoires, datent de 1986, à Béjaïa, 1986, rien n'est disponible. Donc il faut faire tout un travail de numérisation pour les rendre évidemment accessibles. Alors ça, je l'ai déjà dit, et donc les durées d'enregistrement, pour pouvoir donc dire que vous êtes en train de faire un travail, il vous faut un minimum de 30 ans. Alors, les méthodes rétrospectives, c'est-à-dire le passé, c'est le traitement des enregistrements historiques, je vous l'ai dit, l'essentiel des données, on les ramène de la NRH. Donc ça, c'est le travail des statisticiens. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils font de l'analyse statistique. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a des gens qui font, vous savez, l'essentiel de la base de données que nous avons de 1890 jusqu'à presque 1956. C'est des bases de données, par exemple en température et en pluvio, elles sont mensuelles. Mais maintenant, vous savez, si vous prenez n'importe quel site, si vous voulez avoir de la donnée pluvio, vous l'avez par 2 heures. Donc on est infrajournalier. On voit l'important. Et travailler à l'échelle de 2 heures et travailler à l'échelle mensuelle, c'est quelque chose. Donc la statistique permet de faire quelque chose. Qu'est-ce quand on traite ces longues chronologies, ça nous permet de déterminer des anomalies, des tests de tendance, des périodes de retour des événements extrêmes, des cycles, des ruptures. C'est-à-dire, en plus clair, ça veut dire quoi? Je peux savoir, est-ce que la périodicité du climat est restée telle qu'elle, ou est-ce qu'elle a changé? On remarque souvent dans le domaine, et ça, chez les agriculteurs, ils disent le climat a changé, c'est comme si l'été est devenu hiver, et comme l'hiver c'est devenu printemps. Nous allons voir dans certains résultats, c'est ce qu'on appelle l'interpénétration saisonnière. Certaines saisons se sont, comment dire, chevauchées. On peut dire c'est dû à un changement climatique. Mais on va se poser la question aussi, est-ce que ce qui a été observé n'a pas été observé dans un ancien temps? Est-ce que tout simplement, c'est les caprices du climat? Ce n'est pas forcément les changements climatiques. Donc ça, on le ramène par les méthodes rétrospectives. Quel est l'intérêt? C'est le GIEC qui l'impose, c'est de pouvoir modéliser jusqu'à 2100. C'est-à-dire, c'est faire des projections jusqu'à 2100. Et les projections, on va le voir, ça peut être des erreurs à 300 à 400%. Ce n'est pas le chiffre qu'on va donner qui a de l'importance, c'est la tendance. C'est-à-dire, on va se poser la question, est-ce que nous allons avoir une tendance à une baisse pluviométrique? Donc, il faut faire les aménagements adéquats à la baisse. Est-ce que nous allons avoir une tendance soit à la baisse de température ou à l'augmentation de température? Et nous allons avoir quelques réponses sur le bassin de la Souma. Alors, en plus de ce que je viens juste de vous dire, le GIEC impose certains types de connaissances qui concernent le territoire. C'est ce qu'on appelle des scénarios.
Donc, ces scénarios dépendent essentiellement d'un service local qu'on appelle la DPAT. Monsieur Aïssat, on l'appelle comment maintenant? Voilà, on vient juste lui changer un nom. Ça s'appelle, c'est l'ancienne direction de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est dans cette direction qu'on peut ramener certains indicateurs pour pouvoir étudier la tendance du climat selon, évidemment, des modèles imposés. Donc, selon ces modèles, vous avez soit le scénario A1, soit le scénario A2, il y en a donc plusieurs scénarios. Je vous ai donné à l'intérieur quels sont les paramètres qu'on devrait intégrer dans ces scénarios. Alors, maintenant, en général, ça c'est de la connaissance très générale, et on va essayer de faire ce qu'on appelle ce qui se passe à l'échelle planétaire, et après avancer jusqu'à la Méditerranée, et après on va rentrer au niveau du bassin de la Souma. Alors, tout le monde sait que la température mondiale est en train d'augmenter. Tout le monde sait, c'est-à-dire tous les... Mais tout le problème, cette température mondiale, on l'appelle température moyenne. Et vous savez, on ne peut pas comparer réellement une température moyenne au pôle Nord par rapport à celle qu'il y a chez nous. C'est vraiment des choses incomparables. Mais ceci n'empêche pas, la température moyenne de la planète, sans regarder l'écart type, elle est dans le sens de l'augmentation. On va se poser la question, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû, certains disent c'est le CO2, les gaz à effet de serre. Donc il y a eu pas mal de théories, pas mal de supputations, pas mal de preuves scientifiques qui ont été contredites, mais nous on va essayer de regarder seulement ce qui se passe chez nous. Alors, les émissions de gaz à effet de serre et aérosols dans l'atmosphère ont été injectées, appliquées dans les modèles de circulation atmosphérique et océanique. Donc ces modèles sont arrivés jusqu'à un niveau de modèle hydrologique, c'est-à-dire au niveau d'un bassin de la Souma. L'inconvénient, c'est que ces études qui sont à l'échelle planétaire, tous les chiffres qui ont été donnés par le GIEC, il faut les prendre, ce n'est pas les chiffres réels. Je répète, ce qui est important, c'est de regarder tout d'abord la tendance. Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Et si ça augmente de combien de pourcentage? Ou si ça diminue de combien de pourcentage? Alors, à l'échelle globale, tout le monde dit, ça c'est l'observation, qu'il y a une augmentation de la température. Les modèles, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avancez comme ça. Voilà. Des fois, ça ne marche pas, ces petits jeux. Alors, tout à l'heure, on a vu le... Vous revenez en arrière. Voilà. Non, comme ça. Alors, vous voyez... Voilà. Ça, c'est l'observation. On remarque que la température moyenne est en train d'augmenter. Alors que les modèles, dans leur majorité, les modèles qu'on a vus, qui tiennent compte des scénarios GIEC, voilà, on remarque que selon le modèle, il y a des gens qui prévoient une augmentation vers 2100 de 2 degrés Celsius, et il y a des gens qui prévoient jusqu'à 5 degrés Celsius. Honnêtement, personne ne sait qui a raison. Mais il y a une chose, tous les modèles, leurs tendances disent qu'il va y avoir une augmentation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a prédit une baisse. Allez-y. Allez-y, on va avancer directement parce que sinon, voilà. Ça, c'est pour les précipitations. La mesure montre qu'il y a des augmentations des précipitations moyennes mondiales et qu'il y a une disparité dans les augmentations, évidemment, entre ce qui se passe au niveau de l'équateur et au niveau des pôles. Allez-y. Ça, c'est l'observation entre 1992 et 2002 au niveau de la calotte groenlandaise. Il a été démontré qu'il y a un bilan très négatif entre 1979 et 2005, là où il y a une fente, ce que vous voyez là, il y a une fente presque égale au 1/10 de la surface algérienne. C'est-à-dire réellement, il y a une fente glaciaire. Mais depuis les dernières années, il y a une reprise.
Là, au cours des 30 dernières années, la banquise arctique, elle a été réduite presque du 1/4. C'est-à-dire presque l'équivalent d'un quart de la superficie algérienne. Donc il y a une fonte glaciaire assez importante. Allez-y. Là, à partir des années 20, il y a une augmentation des débits sur tous les continents, sauf pour l'Afrique et l'Europe. Allez-y. À l'échelle globale, en moyenne simulation, donc le débit des fleuves augmente de 4% pour chaque augmentation de 1 degré Celsius. Cependant, nombreuses disparités spatiales, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça dépend là où vous êtes. Allez-y. Alors, l'évolution des débits des fleuves, allez-y, donc je vais le dire parce que... Alors, ça, c'est au niveau des, ce qu'on appelle des stocks en eau. Eh bien, il y a des rivières là où les stocks en eau ont augmenté, mais certains, comme les stocks en eau africains, ils ont vraiment baissé. Avec l'exception du Mississippi. Allez-y. Ça, c'est le niveau d'eau. Le niveau d'eau mondial a tendance à augmenter. Allez-y. Allez-y. Voilà, ça c'est les projections. C'est-à-dire, tous les modèles démontrent que le niveau d'eau, il a augmenté, mais en termes de modélisation, ils démontrent que d'ici 2100, ça va monter de 20 cm, voire 80 cm. Alors, quelles sont les conséquences? Allez-y. Les conséquences pour un pays comme l'Égypte, sur le delta du Nil, alors ça c'est le niveau marin actuel, s'il va y avoir une augmentation de 50 cm, il va y avoir 4 millions de personnes qui vont être affectées, presque 1800 km² de terre arable qui vont être submergées. Donc c'est un scénario très possible. C'est-à-dire selon les scénarios projetés par les modèles GIEC. Et vous imaginez, s'il y a donc une augmentation du niveau, ça c'est ce qu'on appelle une vision très catastrophique, de 1,5 mètre, c'est presque 5700 km² de terre arable qui vont être submergés au niveau de l'Égypte. Allez-y. Ça c'est l'évolution de la température des eaux de surface, donc aussi par la mesure, la démonstration, on démontre que tout est en train de chauffer. Allez-y. Allez-y. Ça concerne la France. Ça, c'est la corrélation qu'ils ont fait entre l'augmentation de température et l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est l'une des molécules incriminées dans l'augmentation de température. Allez-y. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, si on résume ce qu'on vient juste de dire, augmentation du niveau de mer, augmentation de la température, la pluviométrie, ça dépend là où vous êtes, augmentation du taux de CO2, on sait que le CO2, quand il rentre dans l'eau, il se transforme en carbonate. Et évidemment, quand il se transforme en carbonate, il acidifie l'eau, c'est-à-dire il diminue le pH de l'eau. Et là, ça va avoir une catastrophe sur la chaîne trophique, parce que les organismes marins avec les carapaces calcaires donc, vont être affectés par la baisse pH. Et la baisse pH, donc elle va dissoudre les carapaces, donc ça va être responsable de toucher à toute la chaîne trophique qu'il y a donc au niveau marin. Et dans ce cas-là, les prévisions sont plus que catastrophiques parce que ça va toucher même l'alimentation humaine. Allez-y. Donc on sort de l'échelle globale, on va rentrer au niveau de la Méditerranée. Allez-y. Alors, ça c'est des observations, ça dépend là où vous êtes, soit au niveau de... Alors ce que vous voyez en bleu c'est la rive nord, ça c'est la rive sud. Il y a une diminution moyenne annuelle des précipitations de 5 à 35% et une augmentation de la température moyenne annuelle de 3 à 4,8 degrés Celsius. Allez-y. C'est pas la peine qu'on rentre sur les modèles. Ça, c'est la variation donc, de la température de la surface de la mer, donc entre 1961 et 1990, et les projections entre 2006. C'est-à-dire, on dit que ça va chauffer partout, et ça va chauffer surtout vers la rive nord. Allez-y. Ça, c'est les vitesses de variation au niveau de la mer. Le long des côtes médiévales. Bon, allez-y, ça c'est pas la peine. Allez-y. Alors, voilà. Ça,
ça, c'est ce qui se passe actuellement. La Méditerranée est considérée comme étant un lieu, par définition, là où on observe les changements climatiques et qui s'accélèrent. Pour quelle raison? Parce que c'est un hotspot, c'est là où il y a la densité de population très très importante. Donc, la température augmente, les précipitations diminuent, il y a un fort impact anthropique, l'agriculture, l'industrialisation et l'urbanisation. Actuellement, on pense que la demande en eau a doublé durant la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a 20 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a 47 millions de personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement. Et surtout, comme la Somalie, nombreux cours d'eau pollués par rejets domestiques et industriels non épurés. Maintenant, si on fait une projection, allez-y, d'ici 2050, les choses ne vont pas changer. Et si on reste avec nos modes de fonctionnement et notre mode de gouvernance, c'est que le prélèvement il va être proche ou supérieur à la limite des ressources renouvelables, comme le nôtre, comme notre pays, à l'exception de ce qui se passe au niveau de la nappe albienne. Et on projette à peu près 290 millions de personnes en situation de pénurie, ce qui va provoquer des conflits immenses. D'ailleurs, on projette des conflits immenses, des situations de conflit. Juste pour vous dire, en termes de projection, le pays qui va vivre le moins le stress sur la rive sud, c'est notre pays. Mais ça, parce qu'on a ajouté une dimension, c'est la fameuse nappe albienne, dont vous connaissez, qui fait à peu près 5000 milliards de mètres cubes d'eau. Allez-y. Je viens juste le raconter, vous avancez. Et je l'ai raconté par anticipation. On va rentrer maintenant à l'échelle du Maghreb, c'est-à-dire chez nous. Allez-y. Alors, ça pour vous dire, donc, le projet que nous avons fait depuis, ou que nous avons entamé depuis 2009, c'est de comparer ce qui se passe chez nos amis marocains, qui étudient deux bassins, le Tensift et le Sibaou, deux grands bassins, ce qui se passe par rapport à notre bassin, le bassin qui baigne le Mel, celui de Constantine, et le Cap Bon, qui est un petit bassin témoin. Le Cap Bon qui plonge évidemment dans la mer. Allez-y. Attendez. Bon, j'espère que ça va fonctionner. C'est une petite... C'est pour vous montrer c'est quoi un bassin. Est-ce que ça fonctionne? Allez-y, essayez de cliquer comme ça. Bon, ça ne marche pas. Pardon, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne... on va faire ça comme ça, peut-être. Non, ça ne fonctionne pas. C'est une petite présentation pour vous montrer comment fonctionne un bassin versant. C'est pour vous montrer ce que c'est les lignes de partage d'eau. C'est une goutte d'eau quand elle tombe. On n'a pas beaucoup de choix. Donc, il y a toute une délimitation montagneuse, comme le bassin de la Souba. Et après, une goutte d'eau, comment qu'elle traverse jusqu'à ce qu'elle arrive à l'embouchure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de l'embouchure de la Soumane. Et pour vous dire que cette goutte d'eau, en tout cas au niveau du bassin de la Soumane, quand elle circule, elle véhicule un petit peu l'activité entre 6 à 7 millions de personnes. Donc vous imaginez un petit peu ce que nous recevons juste là à l'embouchure, reflète en tout cas l'histoire ou l'activité anthropique de 6 à 7 millions d'Algériens. Allez-y. Alors, pour Béjaïa, vous avez ça, c'est les données institutionnelles. Tout à l'heure, on revient, maintenant, on a vu ce qui se passe à l'échelle planétaire, on a vu ce qui se passe à l'échelle régionale, donc Méditerranée. Maintenant, on rentre au Maghreb et on est obligé d'appliquer les recommandations du GIEC. Ce que vous voyez là, c'est comment que nos institutions organisent leur base de données. La base de données de la DPAT est organisée ainsi. Donc, on ne peut pas faire le scénario ni A1 ni A2, mais on est sur les scénarios de type B1, voire B2, selon la disponibilité de la donnée. Voici comment c'est organisé la base de données donc, de la DPAT. Allez-y. Voici comment elle est organisée la sous-base de données de la DPAT. Donc, nous, évidemment, nous l'avons réorganisée selon les demandes du GIEC pour pouvoir évidemment la rendre cartographique, c'est-à-dire pour la rendre vivante et utilisable. Allez-y. Donc toujours on est sur la base de données institutionnelle. Allez-y. Tout à l'heure on a vu ce que donne la DPAT. Là c'est ce que fait la recherche. Donc nous essentiellement on ramène les données de série chronologique climatique, pluvio, température et l'évapotranspiration, ce sont nos propres calculs.
Les mesures du flux hydrosédimentaire, c'est ce qu'on fait sur la rivière. Les mesures de paramètres de pollution, c'est ce qu'on fait généralement sur les mémoires de doctorat ou les mémoires de master. La cartographie, c'est ce qu'on fait aussi chez nous. Et les données de l'Institut de ressources en eau, ça c'est un projet qui a été fait. Bah, il nous aide évidemment pour pouvoir comparer en tous les cas la donnée. Allez-y. Ça vaut, c'est pas la peine que je lise tout ça. Allez-y, allez-y. Voilà, donc chaque bassin, il a sa spécificité de travail. Donc la SOUMAM, on regardait la qualité des eaux superficielles ainsi que la mesure à haute fréquence des flux hydriques et sédimentaires. C'est-à-dire si quelqu'un va faire un petit tour sur le pan de la SOUMAM, donc vous allez trouver un petit appareil qui mesure là-bas depuis maintenant 3 ans, et il fait de la haute fréquence. C'est-à-dire il mesure 5 paramètres chaque demi-heure. D'accord? Et on va voir tout à l'heure ce type-là de résultat. Le RUMEL, il s'est spécialisé dans l'envasement ainsi que la fuite en zone karstique. Les gens du TENSIF, c'est l'infiltration et la recherche de la nappe aquifère par les oueds. Et le CABON, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il s'est spécialisé dans la salinisation des eaux souterraines ainsi que la recherche des nappes. Pourquoi je vous énumère ça? Parce qu'on a fait des échanges de compétences. Nous, par exemple, maintenant, les travaux qu'on mène, c'est comment pouvoir donc regarder la station d'épuration qui est en train d'être construite à Tazmelt et comment pouvoir donc récupérer l'eau et pouvoir l'injecter dans une nappe. Parce que honnêtement, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution, on va le voir pour quelle raison. Allez-y. C'est la codiplomation. Allez-y, allez-y. Ça, c'est pas la peine. J'aurais dû la nettoyer. Ça, ce sont les outils que nous utilisons. Voici un piézomètre. Voici un mesureur donc, analytique qui mesure 5 paramètres, oxygène dissous, pH, oxygène dissous, pH, matière en suspension, conductivité, et à haute fréquence chaque demi-heure. Et ça, c'est un préleveur automatique, parce que des fois, au niveau de la SOUMAM, c'est un oued qui est enragé, des fois, il y a des crues, on ne peut pas accéder à la mesure, donc on fait des prélèvements automatiques, et après, on revient quand ça va se calmer. Allez-y. Ça, c'est les logiciels qu'on utilise, hein, donc le SafeGIS, c'est surtout ClarkGIS. Allez-y. Ça, c'est quelques types de cartes de toute la wilaya. Voilà, un exemple de carte, ça qui intéresse nos amis. Bon, c'est une reconstitution d'une carte du Benader, vous connaissez certainement, c'est la carte d'occupation de sol. Et ça, voilà un type de carte. Je ne m'appelle plus quelle université qui nous a aidé à monter ça. Ça, c'est le MNT sous-marin, et ça, c'est le MNT terrestre. L'une des choses qu'on va voir tout à l'heure, si on étudie le charriage, ça, c'est l'oued sous-marin. Si on étudie donc le charriage ou le déplacement de la matière en suspension qui est déplacée par la rivière, eh ben, on se pose la question, comment va être le relief juste à ce niveau-là? C'est-à-dire réellement comment que Bougie-Plage est en train d'évoluer. Parce que ça a de l'importance pour le transport maritime. Souvent, nous avons affaire à des bateaux qui s'envasent parce qu'on ne fait pas souvent la bathymétrie, on ne la refait pas souvent. Et quand on ne la refait pas souvent, eh ben on fait des incidents et vous imaginez un petit peu les conséquences. Allez-y, ça c'est tous les sous-bassins de la SOUMAM. Ça c'est du traitement, comment qu'est fait le relief. Allez-y, on peut le discuter. Voilà. Voilà un exemple de traitement par moyen mobile. On regarde par exemple sur les chiffres qui nous ont été donnés par l'ANRH, réellement Béjaïa par rapport à Annaba et à Alger, parce que tout d'abord c'est la même chose. Sur les températures moyennes annuelles, eh bien, Béjaïa a observé une augmentation de la température à partir de 1981. Ça a été corrélé avec d'autres observations à l'échelle internationale. Annaba, c'est à peu près la même chose, et vers Alger, c'est presque la même chose. Tout le monde a observé qu'il y a une petite rupture qui a commencé à partir de 1981, qui est très corrélée à un phénomène planétaire qui était une inversion de deux masses atmosphériques importantes qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Donc elle est très corrélée à cette oscillation. Allez-y. Alors, aussi, là on rentre seulement sur Béjaïa, c'est que quand on fait les températures nocturnes, on a de plus en plus des nuits plus chaudes dans l'été. C'est-à-dire depuis 1969,
jusqu'à récemment, on a de plus en plus des nuits plus chaudes en été et on a des journées plus caniculaires. C'est-à-dire, effectivement, il y a une augmentation de la température. Allez-y. Alors ça, c'est un truc assez important. C'est, regardez, du 3 septembre au 2 octobre 2009, le cumul des températures. Et regardez, de 5 avril jusqu'au 2 octobre 2009, le cumul des températures qui est beaucoup plus faible qu'ici. En plus clair, plutôt de la pluvio, pas de la température. En plus clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de la pluvio, mais sur des courts termes. C'est-à-dire l'essentiel de la pluvio que nous recevons, on la reçoit seulement sur des temps très très petits. Vous imaginez, on a dit que la température augmente. La pluvio diminue sur l'année, mais pas sur le court terme. On a l'essentiel de la pluvio de 2009, elle est tombée entre le 3 septembre et le 2 octobre. Ça veut dire que quand on a de la forte pluviométrie, eh ben on n'a pas le temps que cette pluvio recharge les nappes. Donc elle s'écoule et on la perd, évidemment, au niveau de la mer. Ça a de l'importance. Ça a de l'importance parce que non seulement on perd de l'eau, mais on perd aussi du sol. Et on va le voir tout à l'heure, c'est dû au charriage. On perd des quantités immenses et on va voir que c'est des millions de tonnes par année qu'on perd. Alors, maintenant, tout à l'heure, on a vu la température. Ça, c'est la pluvio. Sur la Soumam, il y a moins de jours de pluie et plus de jours d'orage, ce qui confirme l'observation de 2009. C'est-à-dire nous avons plus d'orage que des journées de pluie classiques. Et plus de jours d'orage, surtout en été. C'est-à-dire là où on a les températures les plus élevées, donc on va voir les écoulements d'eau les plus rapides. Allez-y. Donc on sort de chez nous et on va chez nos amis donc, Marocains. Les Marocains, puisque nous, on n'a pas l'habitude de regarder le niveau de nos nappes, mais puisque les Marocains, ils ont presque la même activité anthropique que la nôtre. Regardez ce qu'ils observent. Ils observent des rabattements de nappes de plus de 15 mètres depuis 1980. C'est quelque chose d'immense, 15 mètres. Vous imaginez une mer qui perd 15 mètres de niveau. Alors ça, c'est la nappe donc, de House, mais il y a une autre nappe de 16 qui a fait un rabattement de plus de 40 mètres. Ce qui est très très important. Nous ne savons pas encore les rabattements qu'il y a au niveau de nos nappes, mais honnêtement, vu les données qui nous viennent de l'agriculture, des fois de l'environnement, ils dépassent les 40 mètres. Allez-y. Ça, c'est nos amis tunisiens. Donc, eux, ils sont spécialisés dans les bizosalés, c'est-à-dire dans l'intrusion marine. On va se poser aussi la question, on est quand même Béjaïa, elle a l'embouchure directement vers la mer. Est-ce que, vu la dimension, plutôt la baisse des niveaux de nappe, est-ce qu'il peut y avoir une intrusion marine? Les travaux sont en cours, d'accord? Donc, avec les Tunisiens, on a appris que vers le Cap Bon, il y a des intrusions marines très, 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 très importantes. Et comment qu'ils corrigent? Ils corrigent ça avec, comment dire, ils ont une station d'opération au niveau du Cap Bon, donc ils font de l'infiltration, donc ils injectent l'eau traitée dans les nappes, pour pouvoir évidemment parer à l'intrusion marine. Allez-y. Voilà, vous reconnaissez tous ce pont-là. C'est le pont de la Soumam. On a fait un petit travail très simple, 4 points de mesure, pour faire de la répétition. Et on a suivi pendant une année la pluviométrie, la matière en suspension, le pH, l'oxygène dissous et le débit. Là, je vous donne le résultat seulement sur la matière en suspension. Pendant une année, ce qui est passé là en termes de matière en suspension, il est presque de 5 millions de tonnes. Vous imaginez la quantité? 5 millions de tonnes. Vous imaginez 5 millions de tonnes qui passent par là. Quelles sont les conséquences directement sur les dunes ou sur la bathymétrie, sur les dunes sous-marines, voilà, si on peut les appeler comme ça. Vous imaginez les conséquences, elles sont immenses. Mais ça, surtout pour la société civile ou le milieu associatif, ils devraient comprendre que c'est un vrai gisement aussi. Si là on devrait aller chercher le sable, on ne devrait pas aller le chercher au niveau de la rivière, ni au niveau des plages. Il y a un sable sous-marin qui c'est des quantités astronomiques.
C'est-à-dire il suffit seulement de faire de l'extraction sous-marine au lieu d'aller vers les plages ou au niveau des rivières. Allez-y. Eh bien, là, c'est mon équipe qui travaille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Je vous remercie.